Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Géopolitique du Sahel s'intéressera aujourd'hui aux élections législatives au Sénégal et bien entendu on va voir quel est l'enjeu de ces élections législatives anticipées qui ont été entamées par le président Bassirou Diomaye Faye après la dissolution bien entendu du Parlement. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir ce matin nos deux invités, un consultant et un invité, bien entendu. Notre consultant Abdelkader Soufi, pour commencer, ne me faites pas des signes de la main. Alors, bonjour. Soufi, bonjour. Bien sûr, je sais, honneur aux invités, mais Gamal Abina n'est pas notre invité d'ailleurs. Il est chez lui ici en Algérie. Gamal Abina, bonjour. Vous êtes expert en questions internationales. Merci d'être avec nous à Ifriqiya FM. Merci. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Des élections anticipées au Sénégal, c'est le 17 novembre, c'est-à-dire c'était hier. On sait très bien qu'il y a eu dissolution du Parlement, juste quelques mois après les élections de Diomaye Faye, 8 mois après. Pour commencer avec notre invité Gamal Abina, quelle lecture doit-on faire pour commencer déjà, pour planter le décor, sur ces élections anticipées législatives ? Déjà, ça dit beaucoup de choses. Ça signifie qu'il y a une certaine assise de la part du pouvoir qui se considère à juste titre comme étant très populaire. On voit bien l'accueil délirant de Sonko, par exemple. C'est une assise politique, c'est un souverainisme d'État qui commence à intervenir. C'est un peu une rupture avec la France en douceur, puisque ça reste une démocratie. Et surtout dans un Sahel qui bouge beaucoup actuellement avec beaucoup de coups de force. Le Sénégal a montré une longue tradition de plus de 60 ans de démocratie. Il n'y a jamais eu de coup de force au Sénégal, pas oublier. A été capable de montrer avec une certaine maturité que l'Afrique s'émancipe. Et s'émancipe de façon réelle, même démocratiquement. Parce que les coups de force ne veulent pas forcément dire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, effectivement, ces élections anticipées donnent le sentiment que le pouvoir, et la raison, à juste titre, se sent dans une position de confort et pense emporter facilement la mise. Abdelkader Soufi, alors, que signifieraient des législatives ? Est-ce que cela signifie un nouveau Parlement avec de nouvelles têtes pour les Sénégalais, des têtes que le peuple lui-même a, bien sûr, pour lesquelles a voté, il a choisi ? Donc, est-ce que c'est un petit peu le début du changement ? Pour la politique sénégalaise. Je pense car 2 ans après les anciennes législatives, aujourd'hui donc ces législatives anticipées font prévaloir d'une nouvelle vision donc au Sénégal, notamment avec le président Diomaye Faye. Et là, on voit déjà qu'il y a un combat à distance entre Saki et Faye par rapport au repositionnement ou à la position maintenant du chef de l'État qui entend asseoir une autre vision autre que celle où le facteur exogène avait un poids imposant et important, surtout que Faye a le privilège d'avoir un soutien populaire assez conséquent, notamment dans sa partie juvénile. Et à partir de là, je crois que ces élections vont nous donner quelque chose de différent, un nouveau schéma politique, d'autant plus que pour les 161 places à pourvoir au Parlement, il y a quand même plus de 40 ou 41, je crois, tendances politiques qui vont se disputer les places. Oui. C'est vrai que nous allons avoir une mosaïque
au sein du Parlement. Mais attendons voir donc quelle serait la quote-part de Faye et quelle serait du on va président voir la sortant. couleur du Parlement, de quelle tendance sera-t-elle. Dans ces cas-là, Gamal Abina, est-ce qu'on peut considérer que le fait qu'aujourd'hui on aille vers des élections anticipées au Sénégal, c'est une façon aussi de marquer cette rupture avec ce qu'on appelle les anciennes politiques ou les politiques précédentes? Oui, tout à fait, parce que quand on a le Parlement avec soi, on avait déjà le pouvoir présidentiel, c'est un pouvoir effectivement qui gère les relations internationales, mais quand on a le Parlement, on a un pouvoir législatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire passer par des lois et par des décrets, des lois en particulier, voter au Parlement des refontes des relations économiques, par exemple, parce que c'est ce qui surtout fonde l'idée de ce binôme Faye-Sango, c'est quoi? Ils disent, nous devons récupérer nos richesses, notre souveraineté économique, nous devons développer le pays, à juste titre. Et sur les 7 millions d'électeurs convoqués, il y a fort à parier, puisqu'il y a une grande majorité évidemment de la jeunesse, qui sont totalement attachés à ces deux leaders politiques et charismatiques. Eh bien, sur ces 7 millions d'électeurs, ces deux leaders savent qu'ils vont avoir, et que ça va être un raz-de-marée. Il y a une partie pour ces députés qui est proportionnelle, une faible partie. Le reste, c'était une majorité absolue. Donc, avec ce mix des deux, il y a fort à parier qui gagne. Mais c'est vrai que avoir le Parlement avec soi, c'est avoir les lois avec soi. C'est donc donner un caractère légal aux changements qui vont s'opérer sur la relation avec la France particulièrement. Parce qu'on voit bien qu'en sous-jacent, c'est la France, qui toujours était un petit peu comme le maître à penser, la petite main sur l'épaule. Le président faisait ce qu'on lui disait de faire. Aujourd'hui, c'est plus ce discours-là. La souveraineté économique est la première chose qui rentre en considération. Et ces deux candidats qui se réclament du panafricanisme, c'est important, qui ne sont pas en rupture avec le Mali ou le Niger, même, le Mali, Niger et surtout le Burkina. On a eu l'impression qu'il y a des tensions, mais en réalité, ils ont une convergence d'idées par rapport à ces questions-là. Donc c'est vrai que la France a été écartée des pays du Sahel et le Sénégal a été un choc. Parce que ces hommes, faut le rappeler quand même historiquement, 2 mois avant les élections, étaient en prison. C'est pas rien. Sur des accusations fantaisistes. Donc c'est un peu une sorte, je vais peut-être forcer le trait. Il y a 3 présidences en Afrique qui ont connu ça. On a eu évidemment Mandela, tout le monde le connaît, qui a été après élu en 94. On a eu évidemment Bembella, qui était en prison aussi et qui sera président. Et on a ces 2 hommes-là qui étaient en prison tous les deux et qui deviennent présidents. Donc c'est la figure de la jeunesse, du changement et de la rupture colonialiste, absolument. Est-ce que finalement, dans ces cas-là, Abdelkader Soufi, on est en train d'assister à une sorte de changement de tête politique, changement de députés, de ceux qui seront les porte-voix de cette population sénégalaise. Donc il y a un souffle nouveau, effectivement, dans le Parlement, parce que quelque part, Bassirou cherche un petit peu à, si vous voulez, à conforter son élection, le fait d'avoir gagné, d'être président. Avec le Parlement, il sera encore plus renforcé parce qu'il aura une majorité avec lui qui lui permettra, comme disait Gamal Abina, de faire passer les lois, de faire passer les problèmes de réforme qu'il a envie de faire, sans être bloqué quelque part. Je parlais de ça et je parlais aussi du fait qu'il y a une jeunesse, dans le sens où Bassirou est jeune quand même, il est dans la quarantaine, c'est la première fois qu'on voit ça en Afrique, on ne le voit pas souvent, je veux dire. Attention, quand on voit d'ailleurs le schéma politique au Sénégal, d'abord, il y a Sonko qui a une place assez... Il y a Barthélémy, mais il y a aussi Sall, le président, Macky Sall, le président sortant. Mais maintenant, il faut dire que le Sénégal ne ressemble pas aux autres pays, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une vraie démocratie qui est installée et que le changement n'a jamais été opéré par la force ni par la puissance. Et là, nous assistons aussi à on va dire, à un changement soft au Sénégal. En douceur. Soft, oui. Et par là, j'entends dire que le président actuel a besoin d'asseoir son pouvoir et de mettre en place une vision, un plan, un quinquennat. Mais pour cela, il a besoin d'être réconforté au sein du Parlement. Gamal le disait très bien, un président a besoin d'un Parlement pour faire passer justement des lois, pour faire pour opérer des changements profonds. Et pour cela, le Parlement devient important, car il peut être un obstacle dans l'action d'un président, et finalement, après un mandat, il peut ne rien faire. C'est pourquoi l'enjeu est majeur et important beaucoup plus pour lui que pour les autres, parce que les autres, autant de points autant de places qui vont glaner, qui vont s'offrir, ce seront autant de poids ou de mesures ou de contre-mesures qui vont hésiter et utiliser contre le pouvoir en place pour avoir des privilèges ou pour infiltrer même le gouvernement. Oui, dans ces cas-là, on peut dire quels sont les enjeux que comportent comme enjeu ces élections législatives anticipées? Déjà, c'est
conforter la position politiquement de ces deux hommes qui ont obtenu le pouvoir en binôme, ce qui est quand même exceptionnel. Vous avez dit que c'est rare en Afrique que des présidents soient jeunes. On l'a vu après les révolutions, que ce soit en Algérie, même là, que ce soit en Libye en 69 quand il fait ça. Au Congo avec Pascal Lumumba, qui n'a pas duré. Ou encore Sankara. On a quand même des présidents qui étaient jeunes, dynamiques. Libye, 27 ans pour Kadhafi. Donc il y avait une dynamique de la jeunesse qui est pas forcément positive. On l'a vu en France, c'est pas forcément exceptionnel la jeunesse, mais dans ces pays-là, la jeunesse a un sens. D'abord parce que l'Afrique, pour 70 à 80% de la population est jeune. Donc les jeunes s'identifient aux leaders, et en même temps parce qu'un jeune, il a la force, il a envie de faire les choses, il a envie d'y croire, il se projette dans l'avenir, contrairement à un président plus âgé, et surtout, il n'est pas pris dans des anciens poncifs du passé. C'est-à-dire que tous ces jeunes Africains ont une idée d'un destin commun. Ce panafricanisme dont on parle beaucoup, ce néo-panafricanisme. Moi, je travaille beaucoup avec des chaînes panafricaines qui s'inscrivent dans ces débats-là. Et donc, quand ces deux hommes arrivent au pouvoir par les principes démocratiques tellement chers à l'Occident, il est difficile de les disqualifier en disant « Ah, ce sont des dictateurs », c'est pas le cas. Ils ne sont pas aimés par le peuple, c'est pas le cas. Et s'ils demandent une élection anticipée, j'ai envie de dire, on le voit dans plusieurs pays. Il y a eu beaucoup de demandes d'élections anticipées, à contrario du passé où tous les anciens dictateurs africains repoussaient les élections ou les annulaient. Là, on est sur des gens qui se savent forts et qui anticipent effectivement un mouvement pour pouvoir garantir leur puissance. Ils connaissent déjà les résultats. Voilà, ils savent déjà qu'ils sont populaires. À peu près. Il suffit de voir les raz-de-marée de chacun de ces deux candidats, enfin, je dis candidats, mais le parti en général, qui vont dans chaque village ou chaque ville. Songo, voilà, absolument. Ils sont extrêmement populaires et surtout, ce ne sont pas des corrompus. C'est important de le rappeler. Ils n'ont pas été pris pour fait de corruption. Et ça, la corruption en Afrique, c'est une véritable catastrophe. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un Parlement qui soit favorable à la direction politique, ça leur donne une légitimité de loin plus importante que les coups de force qu'on a pu observer dans la région. Voilà, c'est quelque part, finalement, l'idée est très très bonne, je vois Gamal Abina, à partir du moment où on ressent quand même des élections anticipées, on va se dire pourquoi aller vers des élections anticipées, peut-être tout simplement aussi pour le président en place, pour s'affranchir du dictat, ou je dirais d'un Parlement qui pourrait constituer un obstacle à son élan de travail pour le pays. C'est un impératif pour lui. Déjà, je pense que 8 mois, c'est 8 mois de perdu quand on n'a pas le bon Parlement. Et pour, donc, je pense, si on a décidé de faire des élections anticipées, c'est parce qu'on a senti l'entrave à l'action. Là, maintenant, je voulais ressauter sur l'expression de tout à l'heure, c'est que le fait qu'il soit jeune, oui, c'est bien le fait qu'il soit jeune. Je pense qu'il est aussi doté d'une expérience. Et il est doté aussi d'un savoir assez conséquent qui lui permet de gérer et d'être entouré par des sages. Car la jeunesse n'est pas une référence pour la gestion d'un État ou de la gestion quelle qu'elle soit. Mais c'est plutôt la compétence. Le plus important, c'est que nous ayons quelqu'un qui comprend la jeunesse, qui vit la jeunesse. Et là, c'est autre chose. Donc, il faudrait dire qu'on peut avoir 70 ans, 80 ans, et comprendre les jeunes et servir les jeunes mieux qu'un jeune lui-même au pouvoir. Maintenant, c'est tant mieux quand on est jeune, on a la fougue. C'est ça, ça vous de la jeunesse. Voilà. Donc, quand on est jeune, on a la fougue et on a l'insouciance. Ça, c'est important. Car tous les présidents, les chefs d'État qui sont passés dans une période donnée, en Afrique, parce qu'il y a eu beaucoup de présidents jeunes, notamment durant les années 60 et 70, parce que c'était des gens issus de la résistance, et qui avaient justement cette insouciance et cette volonté de vouloir aller de l'avant sans avoir peur. Cette foi. Sans avoir peur de l'échec et sans avoir peur de l'autre. Au fait, pour eux, l'échec n'est pas un échec. C'était la solution, c'était une expérience, mais aussi peut-être le chemin qui ne donnait pas, donc il fallait revenir à la charge et trouver autrement. Le Sénégal, moi je crois que il est intéressant de l'observer. Donc même au-delà des élections législatives, c'est un cas d'étude assez intéressant, je pense. Est-ce qu'on n'est pas face à un sang nouveau en Afrique? Et c'est un petit peu l'exemple qui est donc un peu dans ce qu'on appelle cet exemple ou cette illustration sénégalaise, ce panafricanisme dont vous parliez tout à l'heure, Gamal Abina. On le revoit de plus belle aujourd'hui dans ce continent africain.
hein. Depuis bien les post-indépendances, on n'a pas vu encore ce son nouveau, ce souffle nouveau de panafricanisme. Oui, c'est une sorte de retour un peu de cette idée panafricaine qui est d'ailleurs une très belle idée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les Algériens ne sont pas en reste là-dessus, puisqu'ils faisaient partie des porte-drapeaux. Ils sont très panafricains. Tout à fait. On voit bien avec des révolutionnaires, tout est dit, je veux dire. Et tous les mouvements d'indépendance africains ont bénéficié d'un soutien algérien et libyen, pas l'oublier, Kadhafi faisait le travail aussi, puisqu'il faisait partie des gens qui amenaient la paix en Afrique avant qu'on l'assassine de façon barbare par M. Sarkozy. Et donc, il faut donner les noms une fois de temps à autre, c'est pas de mal. Et toujours en liberté. Ah, mais toujours. Ça me dégoûte, franchement. La démocratie française ne ressemble à rien là-dessus. Ouais. Et donc, ces gens-là, effectivement, s'inscrivent dans une dynamique nouvelle de néo-panafricanisme. Donc, le nouveau panafricanisme qui revient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a deux aspects. L'aspect, effectivement, politique. On doit s'émanciper des anciennes puissances coloniales, dont la France en particulier. Et l'aspect économique, c'est un truc qui n'est pas mis de côté parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait oublié ça. Boumedienne disait, il ne faut pas tomber dans le piège du néocolonialisme économique. Il avait parfaitement typé ça. Et c'est pour ça qu'il voulait développer le pays à plein régime avec les industries industrialisantes pour faire en sorte que l'Algérie soit pourvoyeur de biens et d'équipements pour les Africains. Il avait appelé pour un nouvel ordre économique. Tout à fait, ouais, à l'ONU. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces présidents qui sont... Alors, il y a une formation à la fois politique, idéologique et une formation universitaire que n'avaient pas les anciens, malheureusement. Oui. Et donc, ils arrivent comme avec un bagage solide, avec une assise forte, avec une identification de la population qui était très forte. Mais surtout, ces présidents ont dit quoi? Ils ont dit, c'est ce que disait Diomaye Faye, ce que disait Sonko, ils disaient, nous voulons renégocier nos relations économiques avec les anciennes puissances tutélaires, je parle de la France en particulier. Les accords et les contrats coloniaux qui leur étaient défavorables. Et ce qu'on appelle les accords coloniaux. Tout à fait, les accords néocoloniaux qui avaient été faits par De Gaulle, c'était bien pensé. Hein, où il y avait Monsieur 10% qui était corrompu, chef de l'État en général, et puis le reste pour la France. Voilà, donc c'est renégocié. Ils le font, mais de façon non pas brutale. C'est une renégociation en douceur. Sans ça que ça devient intéressant, parce que Sénégal, démocratie qui a prouvé que le caractère démocratique fonctionnait, en dépit de ce que voulait faire Macky Sall, qui a même essayé de... Il y a eu des mouvements de violence à un moment donné, il y a même eu des morts, il faut se rappeler qu'il y a des manifestations. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a reculé. Ce qui veut dire quand même que le pays est sage. Et donc ces dirigeants qui arrivent avec une sagesse ont en plus cette idée de souveraineté économique qui est nécessaire pour toute l'Afrique. Ne plus accepter de se faire piller. Je prends l'exemple par exemple d'un pays, juste très rapidement, un pays qui va très bien avec l'Algérie aujourd'hui puisque l'Algérie fait le travail. On parle du Niger. Le Niger est un pays, c'est un des pays les moins équipés sur le plan de l'électrification. C'est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Il y a quasiment pas d'eau, il y a aucune autoroute, très peu de routes goudronnées. Alors que c'est un des pays qui pourvoyait aux besoins énergétiques de la France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Niger est resté très pauvre parce que la France a voulu qu'il reste pauvre. Est-ce que la France aurait eu l'idée de mettre une centrale nucléaire au Niger pour qu'il s'électrifie et qu'il devienne riche? Non. Parce qu'ils sont là pour prendre et ne rien donner. Eh bien ça, les Sénégalais l'ont bien identifié et aujourd'hui, dans leur logique, ils disent nous montrons l'exemple en termes démocratiques, nous aurons l'appui du Parlement qui ne fera pas opposition et nous ferons des réformes en profondeur. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour aller dans ce même ordre d'idées, Abdelkader Soufi, finalement, le Sénégal est en train d'opérer une sorte de changement, comme vous le disiez tout à l'heure, la soft power, mais on voit bien qu'il y a une sorte de volonté de se détacher de ce concept France-Afrique. Il existe, on le sent avec Diomaye Faye. Le monde actuel moi je dis qu'il est en phase de transition. Donc les relations internationales sont en phase de transition et que ce qui se passe maintenant donc dans ce croissant de crise, depuis l'Ukraine jusqu'au golfe de Guinée en passant par la Corne de l'Afrique, touche d'une manière directe et frontale le Sénégal, qui en fait partie de cette zone. On n'a pas besoin d'être neutre pour ne pas y être dans le coup. Ça veut dire qu'on est obligé. Oui. Ces changements qui touchent justement, nous avons vu le recul de la France dans la région sahélo-saharienne et du coup, donc, la fin, ne serait-ce que dans une grande partie de la cellule France-Afrique qui demeure maintenant ou qui essaye de se relancer à partir de Rabat. Cette défaite de la cellule France-Afrique, elle est palpable. Elle est visible, combien même la France reste présente dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest en matière de bonnes relations, mais ce n'est plus cette influence que nous connaissions aux réseaux FOCA et que les réseaux qui étaient très très puissants et à partir de Paris ont décidé donc pour le sort et pour le devenir et même ont décidé les politiques. Maintenant, vous savez, les accords coloniaux ont été
néfaste pour des pays africains, car d'abord il donnait ce privilège à la France d'être le premier à prendre tout type d'engagement. Et puis il y a l'autre, la Banque centrale française, qui oblige les pays africains non seulement à verser leur argent dans la banque et qu'ils ne devaient en disposer que de 10, je pense, ou 15% de cela. Au-delà de cette somme, ils devaient négocier auprès de la banque leur propre argent, et si elle décide de leur donner, c'est avec intérêt. Ça c'est l'arnaque. Troisièmement, et c'est important, et il faut voir, quand vous voulez exploiter vos propres minerais, vous n'avez pas l'argent et vous n'avez pas la technicité. Alors les sociétés françaises vous proposent. Alors, on vous donne la technicité, on ramène l'entreprise, les machines, et vous allez nous donner la main-d'œuvre, et vous allez à la Banque mondiale emprunter de l'argent. Donc, dans une balance de 70, 30 ou 80, 20, au bout d'une année, vous êtes en crise car vous êtes incapable de rembourser. Endetté. Tout cela a fait que l'Afrique a été soumise à pression, a été soumise donc aux différents coups d'État. Après l'avènement de la Chine dans cet ordre de transition, de la Turquie, du Japon, de l'Allemagne, de la Russie, c'était de nouvelles alternatives qui s'offraient aux pays africains autres que la France. Et ces alternatives avaient plus de respect, j'allais dire plus de possibilités de gagner. Et effectivement, beaucoup de pays ont pu réussir leur jeu de poker, ou leur coup de poker, tel que le Rwanda, tel que l'Afrique centrale. Aujourd'hui aussi, des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qui se sont éloignés de la France. C'est plus on s'éloigne de la France, et plus on ressent la crise en France. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes et autres. C'est important. Le Sénégal est je pense que c'est une pièce de domino la plus imposante dans l'Afrique de l'Ouest. Oui. Si donc le cordon est réellement coupé entre Paris et Dakar, vous allez voir donc d'autres capitales qui vont suivre. Eh ben justement, est-ce que le Sénégal va réellement couper le cordon ombilical de manière aussi abrupte, ou est-ce que ça va aller crescendo? Et dans ces cas-là, j'allais dire, comment la France pourrait-elle percevoir aujourd'hui cet élan ou ce passage ou cette façon d'évoluer, je dirais, du Sénégal? Il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, dans le discours qu'ont tenu les deux leaders, c'est d'abord un discours panafricain, on l'a compris. Ouais. Ensuite, c'est un discours anti-franc CFA. Il faut savoir une chose qui est extraordinaire, c'est que la France qui est arrivée là-bas, avec cette espèce de mépris arrogant, ils se prennent pour des merveilles et puis ils prennent tout le monde pour des sous-hommes, on dit ce sont de grands enfants, on va s'occuper d'eux. Mais les grands enfants, c'est les papas qui donnent de la nourriture. Voilà ça. Ouais. Donc c'est très néocolonialiste, très raciste, très méprisant et très dominateur. Et il se trouve que la France a pu vivre au-dessus de ses moyens pendant des décennies, jusqu'aux années 70-80, parce qu'elle a bénéficié effectivement de cet argent gratuit qui est arrivé d'Afrique. Quasiment gratuit. Je veux dire, on donne 10% d'éducateurs et puis le reste du pays peut crever. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des pays qui commencent à se rendre compte qu'ils ont beaucoup de réserves d'argent en potentialité, qui ne sont pas exploitées, qu'ils ont beaucoup de moyens financiers qui sont confisqués, et surtout qu'ils passent par chamalière pour avoir leur billet de banque non négociable. Ils ne maîtrisent pas la valeur de leur monnaie. Faut savoir, vous savez qu'1 million de francs CFA, c'est 1500 €. C'est marginal. Ouais. Donc, ils maîtrisent pas la valeur de la monnaie, du change. Ils maîtrisent pas donc le commerce extérieur. Ils ne maîtrisent même pas leur culture parce que la langue est française. C'est ça, la langue d'État, ce qui est quand même grave. Si on récupère pas sa souveraineté linguistique et financière, on s'en sort pas. Et les Français, eux, pendant ce temps-là, qui vivaient, c'était dit tout à l'heure pour les Gilets jaunes, c'est la conséquence d'un repli de l'Afrique qui commence à récupérer sa souveraineté. Et donc, cet argent gratuit qui est arrivé, qui a brûlé les caisses de l'État, a commencé à se tarir. Et donc, les déficits réels qu'on ne voyait pas puisqu'ils bénéficiaient de l'argent de l'Afrique sont en train de se creuser. Et simplement, aujourd'hui, l'ironie du sort, c'est que l'Afrique, on l'endettait à plein régime dans les années 70-80. Il y a plus de valises aussi. Voilà, il y a plus de valises qui sortent, effectivement. Et donc, l'Afrique a été endettée à plein régime. Et aujourd'hui, l'ironie du sort, c'est que l'endettement de l'Afrique commence à reculer, et tant mieux.
parce que c'est de l'intérêt qui paye tout le temps, et l'Occident s'endette à son tour, parce qu'il ne bénéficie plus de cet argent gratuit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, ce que j'aimerais voir, c'est effectivement qu'il y ait une rupture avec le franc CFA. Et vous m'avez posé la question, est-ce qu'ils le feront de façon brutale? Non. Ce sont des hommes qui réfléchissent et ils vont graduellement. Ils savent très bien que chaque fois que c'est brutal, il y a des coups de force qui sont faits. On se souvient à l'époque des coups de force qui étaient emmenés par Bob Dellard. Les Français sont toujours dans les coups un petit peu tordus comme ça, ou provoquer des guerres civiles. Ils n'attendent que ce genre de situation, d'ailleurs. Ils les provoquent très souvent. Et ils font croire que c'est pour aider ces pays qu'on va Je prends l'exemple de la Libye, c'est comme symptomatique. C'était un émirat africain, c'était le pays le plus riche d'Afrique, le pays le mieux géré d'Afrique, le pays qui générait plus d'argent en dehors des hydrocarbures par ses placements à l'étranger. C'était un pays qui était un exemple de gestion. Et on a fait croire que Kadhafi voulait tuer sa propre population qu'il chérissait. Il n'y a jamais eu d'intention de tuer sa population, c'est un mensonge. Il voulait tuer les criminels qu'on avait... Bien sûr, tout est mensonge. Et aujourd'hui, les Libyens vivaient comme des princes. C'était vraiment des rois en Afrique. Et la Libye apportait le bien-être aux Africains. Aux pays africains, à chaque fois qu'il y avait une tension... Le premier satellite de télécommunication, c'est Muammar Kadhafi qui la Banque centrale et l'Union africaine, c'est Kadhafi. Donc, tout ça pour dire que quand un homme, un leader, alors Kadhafi était beaucoup plus brutal dans sa façon d'aborder les choses, eh bien, les Sénégalais l'ont très bien compris, qui aimaient beaucoup Kadhafi d'ailleurs. Ils ont dit, on va pas faire cette erreur, on va y aller en douceur. Et c'est ce qui est bien, c'est que par la démocratie, par ce principe-là et par la discussion et la douceur, ils vont obtenir plus que ce que faisaient certains pays qui étaient en rupture. Sankara a été assassiné parce qu'il a osé parler du franc CFA aussi. Devant Mitterrand. Et Kadhafi aussi, il a osé parler de beaucoup de choses, dont la monnaie. Dans la monnaie africaine. La monnaie africaine. Pas français. Le franc CFA, tout est dit. Franc CFA, franc quand même. Moi, je l'appelle le front des colonies françaises. C'est ça, les colonies françaises. Voilà. En quoi ces élections anticipées sont-elles différentes aujourd'hui au Sénégal des autres, de celles qui ont précédé par le passé? J'allais dire qu'est-ce qui est différent des autres élections? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que ça a toujours été des élections paisibles au Sénégal, sauf que aujourd'hui, la tendance est à la nouvelle vision panafricaine. Voilà. Donc, une vision africaine, 100% africaine. Avant, il y avait des émissions qui pouvaient donc interférer dans l'action politique au palais de la présidence du Sénégal. Aujourd'hui, la présidence est souveraine dans sa vision et dans sa prise de pouvoir. Ça, c'est important. Oui. Vous savez, regardez, l'Algérie a pu, depuis 2019, on va le dire, avoir le plein pouvoir du mot, et à dire ce qu'elle voulait dire, et c'est ce qu'elle, avec une volonté, avec une fierté, et faisant fi de tous les défis et de toutes les parties qui puissent avoir peut-être d'intérêts opposés. Et cette même puissance, montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale, a permis la relance politique au Mali, au Niger et Burkina Faso. Elle a en plus de tout cela, elle a usé de son parapluie pour sauvegarder ces trois pays de l'ingérence et de l'interventionnisme international. Et ça, il faut le dire que depuis cela, l'éveil du panafricanisme qui a pris, on va dire, depuis au moins 2 décades, s'est vu s'accélérer au niveau des pays africains. De plus en plus de podiums se soulevaient, notamment des jeunes, et qui donnaient de la voix et qui se faisaient pousser des ailes. Et c'est pourquoi on a vu donc ce qu'on a vu au Sénégal. Donc quand je cite ceci, je dis que aujourd'hui, les élections au Sénégal, ce qu'ils ont de différent, c'est qu'elles sont 100% sénégalaises. Voilà. Donc confection complètement sénégalaise, nationale. On voit que il y a des élections également au Gabon, à Gamal Abina, il y a des élections aussi qui sont prévues donc en Libye. Il y a comme un vent comme ça d'élections qui souffrent. Tant que le pays ne récupère pas sa souveraineté nationale, tant qu'il ne récupère pas ses richesses, tant qu'il n'est pas sécurisé, tant qu'il n'y a pas la guerre. Alors il y a un pays qui profite à plein, effectivement, on parle beaucoup de l'exemple rwandais. C'est un exemple dans une certaine mesure. Enfin, il profite quand même des richesses de la RDC. Donc ce qui alimente la machine, c'est ça. Et
bien, j'allais dire simplement que ces pays-là ont un souci parce que c'est pas la panacée les élections. Ce qui est la panacée, d'abord, c'est la paix civile. Moi, je pense que les élections, c'est un luxe occidental, c'est un luxe de bourgeois. Le Sénégal est relativement stable par rapport à ça. Mais deux pays qui n'ont pas connu la guerre civile. C'est la touche finale, au fait. C'est la touche finale, c'est juste l'avènement, l'arrivée. Et j'ai envie de dire simplement, parce qu'on parle beaucoup de la France, combien de républiques pour que la France soit stable? Je veux dire, jusqu'en 58, c'était l'instabilité chronique. On est passé par des dictatures. Napoléon, une des plus effroyables dictatures d'Europe. Elles étaient toutes, pratiquement. Oui, mais surtout la France. Jusqu'à la fin des années 70, oui, absolument. Mais surtout, la France, c'est quand même, elle est passée par d'abord un système révolutionnaire, après une terreur, c'est eux qui ont monté le terrorisme. Sanglante. Ensuite, sanglante, bien sûr. Des milliers de morts. Le Biafra, il faut pas oublier le Biafra. Mais je parle vraiment de la France par rapport au processus. Par rapport à l'histoire française. Oui, les interventions de la France derrière Biafra, absolument, déstabilisation. Après, ils nous mettent un dictateur effroyable qui est Napoléon, qu'ils encensent. Enfin, c'est une des pires dictatures d'Europe. Ensuite, ils vous mettent quoi? Ils vous mettent un rétablissement de la royauté, puis la République, puis la royauté. Enfin, c'est l'alternance comme ça. Puis à nouveau un empereur. C'est l'alternance de systèmes instables. Il a fallu 2 siècles quasiment 2 siècles, j'exagère à peine, pour que la France se stabilise politiquement. Et on est arrivé dans un système électoral aujourd'hui où même là, on voit qu'il y a un problème. On a un président qui perd les élections législatives et qui place l'opposition normalement au pouvoir, mais il va placer ses copains. Donc on est dans un système qui est quand même une confiscation de la démocratie. Donc moi je pense que à la française, les États-Unis c'est pareil, on a 2 pouvoirs qui s'affrontent. Je veux dire, faut vraiment voir la copie. La démocratie n'est pas le système, la panacée pour moi. La panacée, c'est l'état de droit. C'est même si c'est un système dirigiste comme en Chine, si le citoyen est respecté dans ses droits et devoirs, à ce moment-là on peut discuter. Mais c'est pas ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, malheureusement. Bon, on va dire qu'un petit peu on a le modèle occidental en matière de démocratie, à savoir le passage par des élections législatives soient-elles ou présidentielles ou même communales. N'empêche que peut-être que pour l'Afrique c'est indéniable, on peut pas ne pas passer par ce processus. De toute façon, c'est un processus qui est un petit peu international. N'empêche que le point ou la valeur ajoutée serait qu'on puisse faire de ce modèle qui est purement occidental fonctionnel et le rendre fonctionnel, mais avec ce qu'on appelle une touche africaine. C'est ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est pour ça que ça réussit tellement bien au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. On voit très très mal, par exemple, après l'annonce de résultats au Sénégal, des gens qui viennent s'opposer ou dire qu'il y a eu fraude. Côte d'Ivoire, on va la laisser avec un gros point d'interrogation. Ce sera pour un autre débat, Kamaladina. Oui, mais au fait, je veux dire que c'est très très rare où des trucs ont été contestés au Sénégal, vu que c'est un processus qui a toujours bien fonctionné. Vous comprenez? Oui, non, mais attendez. Oui, j'attends, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que académiquement, on peut parler de démocratie, différents types de démocratie. Oui. Mais dans la réelle politique, c'est une utopie. En fait, c'est le contrat social. Il faut parler du contrat social. Et le contrat social, c'est à quel point le peuple accepte le pouvoir. Maintenant, il peut venir donc d'une façon soft ou d'une façon hard. Mais est-ce que ce pouvoir en place est juste? Tout à fait. Est-ce que ce pouvoir en place peut prendre les défis donc, et permettre le développement local et le développement durable? Parce que le plus important, c'est ça. Académiquement, on peut parler de démocratie, on peut parler de royauté même. Oui. Qu'est-ce qui donne le droit à un roi de rester indéfiniment au pouvoir? Tout à fait. Et donc, en faire des peuples des sujets. Et faire ce qu'il veut et personne n'a le droit de le renverser. Et quand vous avez, donc, dans une république, un président de la République au bout de 5 ans, ou bien 7 ans, ou bien 4 ans, renouvelable une fois, 2 fois, ça, c'est les hommes qui ont fait, quelque part... Oui, ils ont régi des règles pour pouvoir... Cet accord. Mais la réalité, au-delà de cela, il se pourrait qu'un président, au bout de 4 ans, il est en faillite politique. Il se pourrait que quelqu'un peut ramener le plus au bout de 7 ans, et il peut continuer cette progression au bout de 14 ans, et il peut encore donner plus à ce pays. Donc, des fois, c'est subjectif. Cette vision, elle est subjective. Avec la Chine, par exemple. La Chine, par exemple, voilà. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de garder une équipe ou quelqu'un qui gagne, voilà, ou de changer pour le plaisir de changer. Juste parce qu'il faut changer, qu'il y a un mandat. Moi, je me souviens que par exemple, en Algérie, vers la fin du règne de Boumedienne, il y a eu un changement dont la vision est pratiquement... tout a été chamboulé. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, et pourtant, l'Algérie avait opté
pour ce qu'on appelle l'approche de Bernis, Oui. le philosophe, les pôles industrialisantes, et que beaucoup de ces entreprises, elles sont aujourd'hui pratiquement le bras armé de l'économie algérienne. Bien sûr, Tout à fait. elles portent l'économie Absolument. algérienne. Je parle de Saïdal, l'Unil, de bien sûr, Sonacom, ça. Saïdal Oui. et autres. Des sortes de piliers. Gamal, vous vouliez peut-être Juste, je voulais rajouter quelque chose? vous poser une question. Moi, je pense que le seul pays qui est vraiment démocratique, il n'y en a qu'un seul au monde. On n'a pas dit ça. Le seul pays qui est vraiment démocratique, parce qu'on prétend que la démocratie amène le développement, et ça, c'est Oui, pas vrai. bon, La c'est- Chine a démontré le contraire. On a compris que ce n'était pas le cas. C'est totalement faux. Les Chinois ont montré le contraire. Ils ne sont pas démocratiques, pour autant le résultat est là. Non, le seul pays qui vraiment, et c'est là où je vais vous interroger, est-ce que vous connaissez, vous, le président de la Suisse? Oui, rarement. Enfin, Vous on ne se connaissez pose même pas la Vous- question. Vous n'avez pas le nom. Oui, Vous oui. savez pourquoi vous n'avez pas le nom, que ce soit le bourgmestre ou n'importe Oui. quel élu? Oui. Parce Très que ces discret. gens-là sont sous le contrôle de la population avec les votations et qui Oui. peuvent être révoqués à tout moment. Donc ils n'ont aucun pouvoir en termes d'image et aucun pouvoir en termes de légitimité politique. C'est un autre système politique. Oui, aussi. la votation, c'est un Ah. truc c'est le Ah, peuple qui se mobilise les et qui cantons, peut mettre et démettre. Moi, j'aurais aimé voir ça en France, par exemple. Quand on voit le résultat calamiteux économique, Vous pouvez monsieur pas Macron, voir ça en France. On le démet. Oui, mais il faut le démettre. Non, mais Vous voyez un peu vous ne pouvez Macron, pas là. voir ça en France Par parce que, regardez, ce qui se passe en Afrique ou ce qui se passait en Afrique, c'est l'image Bien sûr. de la réalité de la France. Ce qui se passe aujourd'hui en France, après les Gilets jaunes et après le renversement du droit et de la démocratie, Le délit de démocratie pour les filles. en plaçant une Le perdant. opposition, voilà, le perdant au pouvoir, Tout à fait. il n'y a pas plus dictateur C'est un dictateur. que cela. Donc, ça ne peut pas se passer en France parce que la France est une dictature. Oui, c'est une Tout dictature simplement. déguisée, sur qui se Voilà. fait le pouvoir entre eux. Mais c'est vrai qu'en Suisse, quand on voit le résultat, alors parfois il y a des fonctionne très votations, bien, ça fonctionne apparemment. bien. Les votations contre les minarets, c'est un peu ridicule, mais ce qui est certain, c'est que le système fonctionne et Le qu'il n'y a Para- pas de déification. Le Paraguay. Oui, le ou- Paraguay, voilà. c'était. On a des- Vous avez vu Ouais. le principe de gestion. Parce Oui. qu'on revient toujours à. Ça reste subjectif parce que tout dépend de la personne qui est au pouvoir aussi. Bien sûr. Oui. De comment il use de ce pouvoir pour pouvoir Messieurs, faire quelque chose. merci beaucoup. Merci. Désolé si je vous coupe parce que bon, le temps qui nous est imparti, bon, tire à sa fin. Non, il a tiré à sa fin depuis bien longtemps. Merci donc pour tout cet éclairage. Messieurs, on reviendra peut-être la semaine prochaine avec un autre numéro et bien entendu avec un autre thème. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Gamal Abina, expert en questions internationales, d'avoir été avec nous. Merci à Abdelkader Soufi, notre consultant FRIA FM, professeur moi. universitaire. Merci à Aïcha Hammer, notre réalisatrice. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, comme je le disais, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Au revoir.